Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, j'avais envie de revenir là, j'en peux plus, sur mon super-héros préféré, Batman. Et oui, ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Et c'est toujours en regardant d'autres films de super-héros, genre Spider-Man, genre les X-Men, genre Superman, Man of Steel, que des super-héros que j'adore d'ailleurs. Qu'à chaque fois je me dis, j'adore l'univers, j'adore le personnage, j'adore les antagonistes, j'adore les enjeux, mais je sais pas, il manque quelque chose. Et à chaque fois, ce quelque chose, je vais le trouver dans Batman. Et je crois que c'est là vraiment une question d'univers qui se pose. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo en vous disant finalement pourquoi Batman est mon super-héros préféré en 4 points. Donc on va parler évidemment dans cette vidéo d'univers, on va parler de ses antagonistes, on va parler des femmes, de la place des femmes dans Batman, même du sexe, c'est super important. Et évidemment des adaptations en jeux vidéo, en film. Alors je précise que tout en aimant Batman à fond, je ne suis pas un fan hardcore. Attention, je n'ai pas lu tous les comics, je ne connais pas tous les auteurs, tous les runs, etc. etc. Donc je ne vais pas vous étaler une connaissance encyclopédique de l'univers de Batman. Par exemple, je ne connais même pas forcément tous les méchants. Ce qui m'intéressait vraiment dans cette vidéo, c'est vous dire pourquoi j'aime ce personnage, pourquoi j'aime cet univers, qu'est-ce qu'il en ressort, plus que d'étaler une connaissance. Vous, par contre, dans les commentaires, pour ceux qui connaissent à mort Batman, vous pourrez dire dans les commentaires, vous pourrez compléter justement cette vidéo en disant « Bah tiens, il y a tel méchant qui est bien, etc. » histoire d'apporter des connaissances supplémentaires à cette vidéo. Alors c'est vrai que quand on voit le nombre d'auteurs de comics hyper talentueux qui se sont penchés sur Batman, il y a quand même de quoi kiffer cet univers. Quand on voit Alan Moore, qui a fait peut-être le meilleur comics de tous les temps, à part Watchmen, Killing Joke, quand on voit Jeff Loeb et Tim Sale faire un long Halloween, un comics que j'ai mis du temps à lire, mais alors quand je l'ai lu, je me suis pris une baffe monumentale, dont Nolan s'est vachement inspiré pour faire The Dark Knight. Quand on voit Frank Miller avec The Dark Knight Returns, qui a lui réinjecté aussi du sang neuf dans cette franchise, bon bah voilà quoi, c'est juste extraordinaire. Alors oui, c'est plus glauque, c'est plus violent, c'est plus mature, mais qu'est-ce que j'aime quoi. Alors le premier point super important quand même que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que Batman, il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas cette approche fantastique que tu as dans quasiment, allez, 95% des comics. Je dis pas que c'est pas intéressant, puisque j'adore Spider-Man, mais c'est vrai que Batman, c'est un des rares, peut-être qu'il y en a d'autres, maintenant, je sais pas, vous me le direz, mais en tout cas, c'est peut-être le seul que je connais où il n'y a pas cette approche fantastique. Et alors, le tour de force quand même avec Batman, c'est qu'il arrive quand même à créer un semblant de fantastique alors qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il arrive à en faire un super-héros quand même. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un monde rempli de gadgets fabriqués, c'est un monde rempli en se servant de la nouvelle technologie, des nouvelles technologies, mais il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de radioactivité, il n'y a pas d'hommes qui se transforment en monstres verts, il n'y a pas tout ça. Mais ça part toujours de trucs hyper réalistes. C'est un univers glauque, poisseux, personnage principal torturé, ayant perdu ses parents. Batman n'est pas là pour être aimable, voire aimé. Son identité de Bruce Wayne est doublement intéressante, car là, il devient les personnages aimables que la société exige de lui. Toutefois, le personnage de riche milliardaire pourrait vite être agaçant, genre Iron Man qui se la pète, le personnage que je déteste. Mais il est toujours dans le classe charmeur, du coup ça passe toujours bien. Mais son obsession de Batman fait de lui cet être de la rue, qui se frotte aux pires malfrats, qui doit même négocier avec eux. En gros, l'antithèse de ce que la société bourgeoise veut voir en lui. Son personnage thématique découle d'une angoisse qu'il doit surmonter. Et là, on aborde un des thèmes que je préfère dans Batman, le thème de l'angoisse. Le thème de la peur. Là, on commence à rentrer dans ce qui m'intéresse le plus dans Batman, c'est-à-dire le domaine en fait psychanalytique. On est réellement là-dedans, mais bien plus que dans n'importe quel comics, dans n'importe quelle aventure de super-héros. Là, on est réellement dans une peur qu'on doit embrasser, dans une peur qu'on doit surmonter, qu'on doit presque aimer même. On doit vivre avec. Et on doit s'en servir pour pouvoir avancer, pour devenir un super-héros ou alors un super anti-héros, comme on voudra le voir. Et là, on peut mettre aussi au crédit de Christopher Nolan, quand il a fait Batman Begins, d'avoir vraiment compris ce truc. Et on dirait presque qu'il a fait le film pour ça. Parce qu'on insiste énormément sur cette peur dans la première partie du film, on insiste énormément sur ce truc où
Bruce Wayne doit surmonter cette peur qu'il a des chauves-souris, cette peur maladive, mais qui est liée aussi peut-être au meurtre de ses parents. Il y a tout un truc qui se mélange. On est vraiment dans la psychanalyse. Et il y a ce plan large dans la cave où il est entouré de chauves-souris, où là, il entend la voix de Ra's al Ghul en off qui lui dit, voilà, maintenant, surmonte ta peur, embrasse-la, aime-la presque même, et tu pourras surmonter parce que tu t'en serviras. Il doit embrasser cette peur profonde, se confondre avec elle pour exister, une peur réelle qu'il aura toute sa vie, mais dont il devra se servir. C'est juste brillant. On n'est pas dans la malédiction du personnage touché par un événement genre la radioactivité ou super mutant ou alors piqué encore par une araignée radioactive. Non, on est dans la malédiction mentale, celle qui nous touche tous, plus ou moins. En somme, j'ai quand même l'impression que Batman est devenu le seul comics psychanalytique au fur et à mesure des années. Deuxième point, bien évidemment, et non des moindres, ces méchants, ces antagonistes. Comment passer à côté de tout cet univers de méchants dans Gotham City? C'est impossible. Bon, évidemment, grâce peut-être au méchant le plus emblématique de tous les comics, pas seulement de Batman, mais en plus de tous les comics, et peut-être même de toutes les œuvres médias confondues, même du cinéma, j'ai envie de dire, à savoir le Joker. Moi, c'est clairement, je vous le dis, un de mes méchants préférés. J'hésite des fois à dire que le Joker, c'est un des méchants que je préfère, toute œuvre confondue. Pour moi, je le mets même devant Norman Bates, je le vends même devant Dark Vador, enfin, voilà, de tous les méchants que tu veux. Pour moi, c'est le Joker qui ressort. Et pourquoi c'est lui qui ressort? Parce que c'est un des seuls méchants qui n'a pas vraiment de modus operandi clair. Son but, c'est de te prendre toujours par surprise. Tu prends n'importe quel autre méchant, tu sais à peu près comment il opère et pourquoi il le fait. Alors le Joker aussi, tu le sais, parce que son but, c'est d'anéantir Batman et tout ça. Mais en même temps, quand tu vois des mecs comme Christopher Nolan, encore lui, qui ont compris comment on pouvait aussi utiliser le Joker dans sa logique de vouloir détruire une ville, bah, c'est vrai que ça va aussi compléter la palette d'infamie, si tu veux, du Joker, et que tu peux appliquer à plein de trucs le concernant. Alors, il y a aussi la représentation du Joker. Le Joker, ce qui est fascinant aussi, c'est que ça va mélanger le monde de l'enfance à celui d'assassin. Ça va presque assembler les deux. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que le Joker, il a ce côté comme un espèce d'enfant qui veut te faire une blague, bouh, comme ça. Et ça le fait rire, il aime faire ça. Donc il y a un côté enfant chez lui, mais ce côté enfant qui va se transformer en bête sanguinaire, en gangster, en méchant ultime, quoi. Donc c'est cette combinaison en fait, et c'est ça qui fait peur. Cette combinaison du monde de l'enfance, qui des fois est cruel aussi, avec le monstre. Je trouve ça vraiment génial, c'est audacieux, c'est pas politiquement correct. Le Joker est un personnage politiquement incorrect. Et c'est pour ça qu'il me fascine. C'est-à-dire que c'est un personnage qui n'a aucune limite dans l'anarchie, qui n'a aucune limite dans le fait de faire du mal aux gens. C'est un personnage punk, c'est un personnage anarchiste. J'adore ce personnage, vraiment. S'ensuit après tous les autres méchants dans l'univers de Batman. Si on prend par exemple Edward Nygma, c'est absolument génial parce que lui aussi, tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Tu sais que lui, son mode d'opération, c'est l'énigme. Il faut résoudre l'énigme pour pas tomber dans son piège. Je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire que dans l'univers de Batman, les antagonistes, ils ont leur identité, mais une identité super originale. C'est-à-dire, il va y avoir le pingouin, par exemple. Le pingouin, c'est même pas forcément le personnage que je préfère. Mais pareil, il a cette identité du pingouin. Ça rappelle un peu le cirque, ça rappelle un peu la foire, c'est Freaks. Ça rappelle un peu l'univers gothique. Ça m'étonne pas que Burton se soit penché sur deux Batman, quoi. Parce qu'il y a un côté comme ça, vraiment, monstre de foire, quoi. Quand on voit, il y a Poison Ivy, bien sûr, et ça, on va y venir après dans le chapitre sur les femmes. Il y a l'épouvantail. Ce sont ces méchants qui participent à la glauquerie de l'univers. Quand on voit l'épouvantail, quand on voit Nygma, quand on voit le pingouin, c'est pas des personnages, je veux dire, c'est pas des méchants graphiquement très sympas à regarder, quoi. Ils sont même repoussants. Il y a des fois, souvent dans les comics ou même dans les films, les méchants sont si charismatiques que à la limite, tu as envie presque de te dire ah, j'aimerais être méchant comme lui, presque j'aimerais lui ressembler. Quand tu vois le pingouin, t'as pas envie de lui ressembler. Quand tu vois le Joker, encore moins. Quand tu vois l'épouvantail, c'est une catastrophe, quoi. Je veux dire, ces méchants dans l'univers de Batman participent à la glauquerie de l'univers, participent aussi à la maturité. Et ça va sans dire aussi que tous, absolument tous, sont atteints de psychopathie aiguë. Ça rejoint encore l'univers de la psychanalyse. Je compte sur vous dans les commentaires d'ailleurs pour me citer d'autres méchants de ceux que je vous ai cités, d'autres méchants que vous aimez, que moi je ne connais pas. Ça peut être intéressant, comme ça approfondit un petit peu les connaissances.
Alors après, il y a l'exploitation ciné, il y a l'exploitation des jeux vidéo, il y a l'exploitation des séries télé de l'univers de Batman. Alors je commence juste par les jeux vidéo. On les compte quand même sur les doigts de la main, les grandes adaptations de comics en jeux vidéo. On attend toujours un jeu vidéo sur Superman, alors que franchement, il y aurait de quoi faire. On a eu quand même, apparemment, le dernier Spider-Man sur PS4, que moi, je n'ai pas fait, mais croyez-moi, je vais le faire tellement on m'en a dit du bien. Donc, je crois sur parole ceux qui me disent effectivement que c'est quand même un super jeu. Mais quand même, quand on regarde le Chevalier Noir, quand on regarde Batman, il a eu le droit à 3 ou 4 chefs-d'œuvre, quoi. Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight, Arkham VR. On a été gâtés en tant que fan de Batman d'avoir eu ces jeux-là. Je crois qu'ils sont développés par Rocksteady. Et très sincèrement, les mecs ont tellement bien compris l'univers de Batman, l'ont tellement bien retranscrit, que moi, il m'est arrivé plusieurs fois de me dire qu'est-ce que j'aimerais des films adaptés de cette franchise-là. Alors que d'habitude, je suis contre toute adaptation de jeux vidéo en film, parce que pour moi, c'est tout le temps raté. Mais là, l'univers est tellement différent, finalement, de ce qui s'est fait dans les autres films Batman, parce que la représentation graphique dans les Arkham, pour moi, il est différent de celui de Nolan, et il est même différent de celui de Burton. On a un troisième univers en termes graphiques, qui est juste super intéressant, parce qu'il est violent, parce qu'il flirte des fois un peu avec le fantastique. Il pleut, c'est sombre, c'est Batman, c'est ça aussi, quoi. Alors, dans les séries télé, comment ne pas citer évidemment peut-être la plus grande série de tous les temps sur Batman, c'est la série animée par Bruce Timm, voilà, qu'on avait dans les années 90. Cette série, c'est incroyable, elle traverse le temps, elle n'a toujours pas vieilli. Moi, il m'arrive des fois de temps en temps de revoir des vieux épisodes, et très franchement, moi je suis comme ça, j'en mate un, j'en mate deux, j'en mate trois, et je suis capable de m'enfiler, je sais pas, 10 épisodes d'affilée, tellement c'est, mais alors, c'est d'une réussite. Et puis surtout, ça n'a pas vraiment vieilli, quoi. C'est toujours, le mec a tellement bien compris la matrice aussi de Batman que ça fonctionne totalement. Il y a quelque chose qui va faire peut-être plus polémique, c'est la série Gotham. Moi, c'est pas une série que je déteste, c'est pas une série que j'adore. J'ai regardé 2 saisons, donc pas de spoiler dans les commentaires s'il vous plaît. Mais c'est une série que j'aime bien. Il y a des choses qui ne vont pas, parce qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me semblent un petit peu tirées par les cheveux. Mais je trouve qu'il y a une bonne représentation de l'univers. Et je trouve qu'il y a certains antagonistes qui sont extrêmement bien réussis, et je pense surtout à l'acteur qui joue le pingouin. Moi, c'est comme ça que je me l'imaginais, quoi. Moi, très franchement, il me fascine cet acteur. Je trouve que il pourrait être dans la caricature. Je trouve qu'il est à la limite de ça, et je trouve qu'il se débrouille, mais alors très très bien. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de fort à ce personnage, et c'est vraiment pas un personnage que j'aime le plus dans l'univers de Batman, mais là, je trouve que pour le coup, il apporte une plus-value, je trouve, au personnage du pingouin. Il y a le personnage de Enigma aussi qui est super intéressant. Il y a plein de choses qui sont bien dans Gotham, mais j'ai l'impression que ça met vachement de temps à s'imbriquer les choses les unes dans les autres. J'en suis qu'à la fin de la saison 2, j'ai pas encore entamé la 3, donc j'ai pas encore fini, mais de temps en temps il m'arrive, oui, de me regarder un épisode, de me faire plaisir, de me dire tiens allez hop, j'ai envie de me replonger un peu dans cet univers. Ça mérite un peu mieux, mais ça va. Je trouve que quelque part, ça tient un peu la route. Après, j'attendrai de voir un peu plus d'épisodes pour me prononcer. Et il y a évidemment la série des années 60. Et il faut quand même rappeler que moi, Batman, je ne le connaissais à l'époque parce que j'avais pas lu dans les années 80. J'étais trop petit, je lisais pas Frank Miller, je lisais pas tous ces runs-là qui étaient hyper adultes, hyper matures. Moi, je ne connaissais Batman quand j'étais enfant que par le prisme de cette série télé des années 60 et les comics, les anciens comics que je pouvais des fois retrouver par-ci par-là, quoi. Si tu veux, quand t'as un film comme celui de Burton qui arrive en 89, qui est l'antithèse de la série télé, bah, je peux te dire que tu te prends une baffe. C'est-à-dire que toi, là, que tu te dis, t'as vu The Dark Knight, t'as vu Batman Begins, tu te dis, ouais, non, mais bon, c'est bon, le film de Burton, limite, c'est une comédie à côté de ce Nolan, quoi. Peut-être, oui, mais quand tu débarques de la série télé, je peux te dire que celui de Burton, c'est genre, limite, c'est un film d'horreur à côté, quoi. Tu vois, voilà, quoi, c'est d'un seul coup, voilà comment devait être représenté Batman, quoi. On en rêvait de voir ça. Et c'est extraordinaire, on s'est tous pris une gifle monumentale. Donc, c'est pour ça que le premier Batman de Burton, pour moi, j'ai toujours un souvenir de ce film, j'ai toujours une affection particulière. C'est peut-être un de mes Batman préférés, en tout cas des 2 de Burton, ça c'est clair, c'est mon préféré. Parce qu'il y a aussi cette représentation du Joker, évidemment, le Joker est forcément fabuleux, même s'il est moins bien que celui d'Heath Ledger quand même. Mais c'est vrai qu'on a quand même là, enfin, une représentation hyper mature, hyper adulte, hyper sérieuse du personnage. Et Batman, le premier, je pourrais le revoir 1000 fois, je m'en lasserai jamais.
Je suis moins fan du 2 par exemple, Batman le défi, parce que pourtant c'est le préféré des fans, mais je suis moins fan parce que je pense que c'est la représentation du pingouin qui finit par m'irriter au bout d'un moment. Cette espèce de comme ça là, cette espèce de représentation d'un homme toujours en train de gueuler, tout ça comme ça. Bon, moi au bout d'un moment ça me fatigue. J'adore Danny DeVito, mais là j'avoue, voilà, je trouve qu'il l'exploite un peu trop de manière, voilà, pour le coup un peu caricaturale. Et c'est con parce que il y a quand même la naissance de Catwoman, tout le personnage de Selina Kyle qui est vraiment génial au départ, la naissance de Catwoman, sa relation qu'il a avec Bruce Wayne, je trouve ça vraiment super bien exploité dans le film. C'est juste finalement le personnage du pingouin qui finit un peu par me fatiguer. Ceux de Schumacher, j'ai pas envie de les assassiner, on va pas parler de Batman et Robin bien évidemment, mais tu vois, il y a même Batman Forever derrière moi. Non mais Batman Forever, c'est pas un film que j'aime beaucoup, c'est un film que j'ai aimé à sa sortie, parce que j'étais un peu gamin, mais en le revoyant, je me dis, c'est un film, c'est dommage, ça aurait pu être réussi, mais c'est un film qui est tiraillé, c'est un film qui part dans plusieurs choses. C'est un film qui ne sait pas s'il veut être sérieux, c'est un film qui ne sait pas s'il veut être comique. Et ça pose un réel problème, c'est-à-dire que voilà, il y a des moments où il va dans le sérieux, puis d'un seul coup, voilà, pantalonnade sur pantalonnade, il a anéanti tout ce qu'il avait mis dans la scène d'avant, et puis la représentation des méchants, quoi, qui est archi pas crédible, quoi. Prendre Jim Carrey, moi à l'époque, pour moi c'était une super idée parce que j'étais très très fan de Jim Carrey, mais en le revoyant, je me dis c'est peut-être la pire idée. Pour faire un personnage comme Edward Nygma. Edward Nygma, c'est pas juste un mec qui court dans tous les sens, qui sautille et qui sourit comme ça. Non, c'est pas ça, quoi. Pareil pour la représentation de Tommy Lee Jones en double face. C'est une cata, quoi. Il en fait des tonnes, il cabotine. Enfin, pour moi, c'est vraiment une cata, ce film. Enfin, c'est dommage. Ça aurait pu être bien, mais il a décidé d'aller dans le comique. Ne parlons même pas de Batman et Robin, où là, c'est l'entreprise de destruction massive. Il faut vraiment le voir en se marrant. Moi, à la limite, ça peut m'arriver de le revoir, hein, mais vraiment, je me fais plaisir, quoi. Ça me fait rire, quoi, voilà, mais on peut pas prendre ça au sérieux. Et avant d'arriver à ce Nolan, il faut quand même rappeler que Clint Eastwood devait jouer un Batman. Voilà, il devait, je crois, jouer l'adaptation du run de Frank Miller qui s'appelle Year One, et il devait jouer, Clint Eastwood, oui, un Batman, mais ça a été abandonné par la Warner, et c'est vrai que Clint Eastwood a beaucoup tourné pour la Warner, hein, je crois que c'est même son studio principal pour lequel il tourne, et il y avait un deal qui s'était mis en place, mais finalement ça a été lâché, et puis arrive ce de Nolan. Et là, c'est vrai qu'on se prend une claque. Mais pour moi, la claque n'a pas été évidente, n'a pas été immédiate. Elle l'a été à partir de The Dark Knight. The Dark Knight, oui, je suis allé le voir et je me suis pris une gifle comme pas possible. Mais Batman Begins, ce n'était pas un film que j'appréciais énormément. C'était un film que j'aimais bien, mais j'étais pas convaincu par cette approche, en fait, de l'univers. Bien que c'était une approche intéressante, puisque réaliste. Mais j'étais vraiment pas convaincu par cette manière de filmer, d'amener les choses, etc. Et en fait, c'est The Dark Knight qui m'a fait réévaluer Batman Begins. Et Batman Begins, c'est un film que j'ai appris à aimer et que finalement, au fur et à mesure, j'ai adoré. La première partie, donc toute la thématique dont je parlais en début de vidéo, la thématique de psychanalytique, et puis cette deuxième partie même, qui est juste géniale avec l'épouvantail. Et le fait de ne pas avoir pris le Joker, par exemple, en entrée en matière, de l'avoir pris justement en second film, c'est une bonne idée. Voilà, d'avoir pris l'épouvantail, un ennemi qu'on ne connaît pas vraiment dans l'univers de Batman. Enfin, pour les gens comme moi qui adorent Batman, mais qui n'ont pas une connaissance encyclopédique. C'est quand même bien de voir l'épouvantail. Pareil pour Dark Knight Rises, de prendre Bane par exemple. C'est pas un personnage qu'on voit tout le temps. Voilà, tout ça, c'est des super bonnes idées. Et j'avoue que pour moi, la trilogie Dark Knight reste du quasi chef-d'œuvre. Parce que Nolan a totalement compris ce qu'il fallait en faire avec ce personnage de Batman. Il avait cette approche réaliste qu'il fallait pour le personnage de Gotham City. Et je pense que Nolan n'aurait pas pu faire un film sur un autre super-héros. Enfin, il aurait peut-être pu le faire, mais est-ce que ça lui aurait plu vraiment de le faire? Je pense pas. Alors que le personnage de Batman, l'univers de Batman, la matrice de Batman, c'était fait quasiment pour Christopher Nolan, quoi. Quatrième et dernier point que je voulais aborder, c'est les femmes. Très très important dans l'univers de Batman. Poison Ivy, Catwoman, les femmes sont hyper sexualisées, mais jamais potiches. Elles jouent toujours l'ambiguïté avec Batman. Sont-elles contre lui, avec lui? Un rapport amour-haine, je t'attire, je te repousse. Un jeu sexuel sans jamais vraiment le montrer explicitement. Terriblement excitant et à part parce que très mature, très adulte dans le monde des super-héros, ou parfois même dans les dernières représentations filmiques de super-héros, on a plus l'impression au mieux d'amourettes adolescentes, alors que pour certains ils ont la trentaine, au pire des héros quasi asexués.
Selon le psychanalyste Michael Fleischer, la place ambiguë des femmes dans les aventures de Batman peut s'expliquer en se référant à la psychanalyse. Lorsque Bruce Wayne, enfant, voit sa mère mourir, il ressent cela comme un abandon. Toutes les femmes pouvant lui ressembler, il ne peut leur faire confiance. Ce trouble psychique explique ainsi la complexité de ses rapports avec les femmes. Chez Batman, l'amour est romantique, souvent vénéneux, dangereux, voire quasi impossible. Et c'est ce qui fait la richesse, une fois de plus, de cette thématique, juste cette thématique-là, au sein de l'univers Batman. Alors c'est vrai qu'il y a des représentations graphiques très sexuelles dans certains comics de Batman, donc je pense d'ailleurs au dernier comics qui est sorti sur Catwoman, dans le New 52 en fait, mais t'as vraiment l'impression qu'il n'y a que dans ce comics que tu peux faire ça, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir cette liberté de ton, parce qu'on est réellement dans des thématiques adultes. Et je ne vois pas ce genre de scène dans Man of Steel, je ne vois pas, enfin dans Superman, je ne vois pas ce genre de scène dans les X-Men, bien que, à ce qui paraît, dans les X-Men, ils ont fait un espèce de X-Men plus pour adultes, genre je sais plus vraiment le titre, vous me le rappellerez dans les commentaires pour ceux qui connaissent, mais je crois qu'ils ont fait justement une espèce de branche plus adulte. Alors c'est vrai que sur cette place des femmes dans l'univers de Batman, c'est assez fort, c'est assez puissant parce que les femmes dans Batman sont représentées comme de véritables antagonistes. Il y en a même qui font partie des méchantes en fait dans l'univers. Je pense à Catwoman. On sait pas trop si elle est alliée avec lui, si elle est contre lui, Poison Ivy, etc., etc. Il y en a peut-être plein d'autres que vous me direz dans les commentaires. Mais tout ça constitue quand même une série de femmes totalement badass, très sexuelles aussi, qui se servent de leur charme pour l'anéantir, etc. Donc c'est vraiment fabuleux que la place des femmes, de l'amour, du sexe, ont vraiment toute leur place dans cet univers et contribuent même à la maturité. Alors le cinquième point très rapidement que je voulais évoquer, mais là c'est plutôt vous qui allez m'en parler du coup, dans les commentaires, c'est le cas Robin. Robin, c'est un personnage que personnellement moi je ne connais pas, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je n'ai pas une connaissance encyclopédique de l'univers de Batman, même si j'adore. Robin, moi je le connais juste à travers la série télé des années 60, donc autant vous dire que c'est pas vraiment représentatif. Je le connais dans Batman Forever, dans Batman et Robin, donc c'est une quasi-catastrophe. Et puis ça va s'arrêter là quoi en fait. Et je me doute que Robin a été souvent représenté dans les comics. Alors on a pu voir une représentation de Robin méga intéressante dans les jeux vidéo, dans les jeux vidéo Arkham. Moi je n'ai jamais lu en vérité de véritables comics où il y avait Robin dedans, ou alors je m'en souviens pas. Donc si dans les commentaires vous voulez participer sur ce cinquième point Robin et me dire pourquoi le personnage est intéressant ou alors il n'est pas intéressant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des choses intéressantes à dire sur ce personnage, si vous avez des comics à conseiller, si vous trouvez que c'est un personnage complètement inutile. Allez-y, lâchez-vous. C'est pour ça que cette vidéo n'a pas la prétention d'étaler des connaissances encyclopédiques, mais juste, allez, voilà, de faire 4 gros points sur pourquoi j'aime ce super-héros, des 4 points qui me paraissaient très importants et qui contribuent à l'immersion de cet univers, à pourquoi j'aime cet univers et pourquoi peut-être je l'aimerais certainement toute ma vie. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aussi des choses à rajouter sur l'univers de Batman, si vous aimez Batman, si vous détestez ce personnage, pourquoi pas aussi, ça peut être sympa, on peut en débattre. Vous avez aussi 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Utip, le lien Tipeee. Nous, on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao.